Eh bien, ça va être à moi de me présenter. Tout d'abord, je suis ravi que vous soyez là pour écouter ma soutenance de diplôme en 2021. Moi, c'est Guillaume Sarret, j'ai 23 ans. Après avoir fait un bac ES, j'ai intégré Strat en 2016. Je suis venu à Strat parce que le design m'intéressait énormément et ce que je voulais faire, c'est le design produit. Et en 2018, lors du choix des majeurs, j'ai découvert le design d'interaction. Et ce design m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé que c'était le design qui recentrait le plus l'humain au centre des choses. Et donc, depuis 2018, je me suis spécialisé dans le design d'interaction. Ensuite, en 2019, lorsqu'on a eu le choix de faire des voyages d'études ou des stages à l'étranger, j'ai sauté sur l'occasion de partir à Tokyo, à TCA, pendant 3 mois. Et je suis parti dans cette école dans laquelle j'ai pu apprendre à travailler le graphisme, le packaging, l'advertising ou encore le modèle vivant. Ensuite, en ce qui concerne mon parcours professionnel, en 2019, j'ai fait un stage à 3Prime, qui est une agence digitale santé dans laquelle je suis resté 6 mois. J'étais sous la direction de la directrice artistique et cette agence prépare des applications, des sites web ou encore des chartes graphiques de grands laboratoires tels que Novartis, Sanofi et autres. Ensuite, en 2020-2021, j'ai fait le CPI, qui est un programme d'innovation avec le School Lab. Et j'ai travaillé en collaboration avec L'Oréal. Malheureusement, je ne peux pas vous parler de mon projet avec L'Oréal parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore hyper confidentiel. Donc, je ne pourrais pas vous parler de ce projet. Et enfin, en 2021, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle AltLab et pour laquelle je travaille depuis février et je m'éclate un peu à faire ce que je veux. Vous êtes habillé en AltLab, là ? Je ne suis pas habillé en AltLab, malheureusement. Il y a peut-être un... Non, dommage. Bon. Ouais, j'ai pas pensé, c'est vrai. Marketing à fond. Ensuite, après être rentré de mon voyage à Tokyo, on a commencé à travailler sur le mémoire. Et pour créer ma question de designer, je me suis rappelé mon voyage à Tokyo. Et en fait, à Tokyo, tous les services sont hyper optimisés. Donc en fait, quand je suis arrivé là-bas, moi, bon français européen, je suis arrivé dans une ville où je connaissais ni la culture ni la langue et j'ai trouvé très simple de faire ce que je voulais. C'est comme si j'étais finalement en France, mais je n'étais pas en France. Donc au final, je suis arrivé sur cette question de designer qui est l'optimisation des services fait-elle obstacle à l'optimisation des individus. Pour vous présenter un peu les différentes parties de mon projet sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai parlé de la société de consommation, en passant de Henry Ford au Taylorisme dans les années 30 jusqu'à la société de consommation actuelle. Une société où d'ailleurs nous surconsommons. Et ensuite, j'ai parlé de la technologie au cœur de nos interactions. Que tout ce qu'on faisait maintenant, nous interagissons pratiquement qu'avec de la technologie. Ensuite, en deuxième partie, j'ai parlé de l'individu au centre de l'optimisation. Que l'optimisation finalement était faite pour l'individu, mais que malgré ça, l'individu pouvait ne pas trouver sa place forcément dans tout ce qui était optimisé entre les services et les technologies. Et qu'enfin, cette suroptimisation amenait à des pathologies, comme par exemple les nouvelles générations de mon âge ou les personnes plus jeunes qui ont des problèmes de concentration, des problèmes d'attention, qui commencent à avoir des problèmes de mémoire, parce que tout est ancré dans la technologie. Donc finalement, ils ne se servent plus de leur capacité à eux, ils font que confiance aux technologies. Et enfin, en dernière partie, j'ai parlé de solutions pour contrer cette suroptimisation, comme le minimalisme, qui est une façon de vivre sa vie sans obstruction et sans garder tout ce qui nous entoure, que ce soit la technologie, la surconsommation. Et ensuite, j'ai parlé du cerveau humain, qui est un organe très malléable et qui s'adapte énormément aux technologies et qui peut avoir finalement des effets bénéfiques sur tout ce que nous utilisons. Si je devais retenir 3 points sur mon mémoire, ce serait l'optimisation, l'aliénation, aux technologies et aux services justement, et enfin l'humanoïde. Pourquoi l'humanoïde ? Parce que à cause de l'émergence de l'intelligence artificielle, certains pourraient penser qu'on aurait tendance à se transformer en cyborg. Après avoir écrit mon mémoire, j'ai écrit ma question de designer. Ma question de designer qui est comment en tant que designer puis-je faire du numérique un outil pour stimuler la mémoire des individus. Dans cette question de designer, j'ai voulu retenir 2 termes qui me semblaient très intéressants pour la suite de mon projet. Ce premier terme, c'est la mémoire. La mémoire, c'est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de stocker des informations. Et enfin, je me suis intéressé à mon deuxième terme qui est stimuler.
Stimuler, ça signifie rendre un sentiment, une faculté ou une activité, une fonction plus intense ou plus vive. Après ça, j'ai commencé à faire des recherches sur les différents types de mémoire qui existaient. Donc j'ai découvert la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, elle est aussi appelée la mémoire de travail. C'est la mémoire qui retient des informations sur un petit laps de temps. Donc c'est la mémoire qu'on utilise tous les jours pour réviser un contrôle, pour apprendre une présentation pour son diplôme et être capable de la répéter le lendemain, par exemple. Et on a un deuxième type de mémoire qui est la mémoire à long terme. Et cette mémoire à long terme, elle se décline en deux autres types de mémoire, la mémoire de représentation à long terme et la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire qui nous permet de retenir tous nos gestes. Donc, par exemple, savoir faire du vélo, savoir tenir une fourchette et manger. Et la mémoire de représentation à long terme, celle-ci se décline en trois différents types de mémoire. On a la mémoire perceptive, c'est la mémoire des sens, le fait que nous sommes capables de retenir un son, de retenir une odeur, de se rappeler d'une odeur. On a la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances de l'histoire et de la culture générale. Et enfin, la mémoire épisodique, qui est la mémoire du souvenir. Moi, les deux mémoires sur lesquelles j'ai voulu axer mon projet sont la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Enfin, j'ai fait des recherches sur l'importance de la mémoire. Donc la mémoire, elle joue un rôle dans toutes nos activités. Elle est essentielle, que ce soit pour la création ou pour le développement de notre personnalité. Elle est le témoin direct de notre passé, avec la mémoire sémantique que j'ai présentée juste avant, et aussi des connaissances générales, la mémoire épisodique, pardon, et aussi des connaissances générales, donc la mémoire sémantique. Elle est donc à ce titre une des fonctions cognitives les plus importantes dans la vie d'une personne. Ensuite, je me suis intéressé au processus du souvenir. Donc le processus du souvenir, il se déroule en 4 étapes. Et cette fois-ci, c'est la mémoire sémantique qui intervient au début. Celle-ci, nous la sollicitons en permanence. Tout débute par des bonnes conditions de réception de l'information. Ensuite, on a la concentration, la motivation et la valeur affective portée à cette information qui interviennent. Une fois l'info perçue par le cerveau, il y a un réseau de connexions neuronales qui viennent se créer au sein des régions cérébrales pour stocker les informations. Et à force d'être sollicitées, celles-ci entrent de façon durable dans notre mémoire épisodique. Il y a une phrase de Sébastien Martinez, qui est un auteur et champion de France de mémoire en 2015, qui disait « Il faut donc penser à réactiver régulièrement ces circuits sans que le souvenir sera oublié ». Ensuite, je me suis intéressé à pourquoi stimuler sa mémoire. Pourquoi ? Parce que toutes les mémoires que j'ai présentées maintenant, il faut les stimuler, et pourquoi ? Donc la mémoire, comme je l'ai expliqué, est une des fonctions essentielles du cerveau. Elle permet de capter, de conserver et de restituer les informations que nous recevons. Mais malheureusement, ces performances ont tendance à faiblir avec l'âge, mais cela est plus lié à un manque de stimuli plutôt qu'à une dégénérescence de nos neurones. Donc en fait, moins on stimule sa mémoire, plus on vieillit et moins on stimule sa mémoire, plus on aura de mal à se retenir des choses et donc on aura tendance à perdre la mémoire. Ensuite, les différents moyens de stimuler sa mémoire. Donc j'ai vu qu'il existait 4 moyens de stimuler sa mémoire. On a la méditation, la lecture, les jeux de mémoire et l'activité physique. Moi, il y en a un qui m'a tout de suite frappé à l'œil, c'est les jeux de mémoire. Donc pourquoi les jeux de mémoire ? Parce que je me suis dit que c'était une façon ludique et que c'était accessible pour tout le monde de faire des jeux de mémoire. Ensuite, j'ai fait un questionnaire pour répondre à toutes ces recherches. J'ai questionné un panel de personnes entre 15 et 89 ans. Donc j'ai eu 73 réponses et les réponses qui m'ont le plus intéressé, ce sont les personnes qui m'ont répondu entre 18 et 35 ans et entre 35 et 70 ans. Donc je leur ai posé la question, premièrement, de « Voyez-vous vos grands-parents » Donc 65% des interviewés ne voient pas souvent leurs grands-parents. Pour les raisons suivantes, à cause du Covid, à cause de la distance, à cause du manque de temps ou à cause de problèmes relationnels. Donc ici, j'ai pu voir qu'il y avait déjà certains problèmes. J'aurais ensuite posé la question, pour quelles raisons se regroupaient-ils ? Donc beaucoup m'ont répondu pour des repas de famille, 47% pour des fêtes et 18% pour des anniversaires. Donc ici, quand il y avait des événements, j'ai trouvé que c'était à partir de ce moment-là que les gens d'une famille se regroupaient. Enfin, par quels moyens gardaient-ils contact ? Donc 50% des personnes m'ont répondu qu'ils gardaient contact avec des simples appels avec leurs grands-parents, ils appelaient leurs grands-parents. 37% m'ont répondu qu'ils gardaient contact par groupe WhatsApp. Et enfin, 13% par FaceTime. Par quels moyens, ensuite je me suis intéressé à par quels moyens communiquaient-ils avec leur famille.
il y a 62% qui m'ont dit qu'ils avaient un groupe WhatsApp de famille, donc ils communiquaient avec eux par ce groupe WhatsApp. Et sinon, le reste m'a répondu par appel et SMS, donc d'une manière classique, et sinon, une toute petite minorité m'a répondu par Snapchat. Bon. Et enfin, pour revenir sur les jeux de mémoire que j'ai présentés pour les moyens de stimuler sa mémoire, je leur ai ensuite demandé s'ils jouaient à des jeux de société. Donc là, il y a un peu plus de la moitié qui m'a répondu oui, et une autre partie qui m'a répondu non. Et j'ai ensuite repris les différents jeux qui ressortaient le plus dans mon questionnaire, que les gens me parlaient le plus, avec des jeux de cartes classiques, le Scrabble, le tarot, la belote, le Yams ou encore le Monopoly. Donc surtout des jeux de plateau qui regroupent plusieurs personnes. Et enfin, j'ai recueilli 3 verbatims qui me semblaient très intéressants pour la suite de mon projet, avec le premier verbatim d'une jeune fille de 18 ans qui me disait « Quand j'étais petite, j'étais très proche de mes grands-parents. Ma grand-mère me racontait des histoires de mon père qui faisait des conneries étant jeune, de la guerre, etc. Mais maintenant, ils sont trop vieux et ont sûrement oublié pas mal de choses, ce que je trouve dommage, puisqu'un jour ils mourront et un lien avec le passé sera rompu en même temps. » Mon deuxième verbatim que j'ai retenu, c'était « C'est fou de voir comment mes grands-parents, 80 ans, sont hyper connectés, plus réactifs que moi sur WhatsApp. » Mon troisième verbatim était « Ça dépend du contexte, en vacances, on joue beaucoup plus à des jeux. » Donc ces différents verbatims ont commencé à axer mon projet. Ensuite, j'ai dégagé des problèmes. Après ce questionnaire, j'ai trouvé qu'il y avait certains problèmes. Le premier problème était qu'il y avait un manque de partage entre les différents membres d'une famille, que ce soit à cause de la distance, que ce soit à cause du Covid, ou que ce soit à cause des relations justement, des mauvaises relations entre les membres. L'autre problème, c'est que à cause du contexte actuel et du Covid, on ne peut plus trop se regrouper. Donc c'est compliqué de voir toute sa famille ensemble comme on avait l'occasion de le faire avant le Covid. Et enfin, il y a certains parents et grands-parents et petits-enfants qui vivent à une distance très éloignée et c'est très compliqué pour eux de pouvoir se regrouper. Donc après ces problèmes, j'ai dégagé des enjeux. Mon premier enjeu, ce serait de créer ou recréer du lien familial, donc entre les familles qui puissent justement répondre aux questions de se regrouper, partager entre eux. Ensuite, ça aurait été de revivre les souvenirs. Et mon troisième enjeu est d'entretenir les traditions familiales. C'est à partir de maintenant que je vous présente mon concept. Mon concept, c'est mon environnement est le foyer familial, comme vous l'aurez compris. Ma cible est la famille, donc les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, de manière intergénérationnelle. Mon enjeu serait de partager la culture familiale et de partager les souvenirs et les connaissances des grands-parents vers les enfants, des enfants vers les grands-parents. Et enfin, ma solution serait de créer un jeu mobile sur lequel ils pourraient partager toutes leurs connaissances et leurs souvenirs ensemble. C'est ici que je vous présente Remimo, le projet que j'ai créé, qui est une application sur laquelle les membres d'une famille pourront jouer entre eux pour partager des souvenirs, leur culture familiale, toutes leurs connaissances. Pour l'identité de mon projet, j'ai créé ce nom en mélangeant le mot réminiscence et le mot memory. Donc j'ai mélangé les deux, ce qui m'a donné Remimo, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, mes différents axes de support. J'ai travaillé sur quel support je pouvais avoir pour mon application, pour mon projet. Le premier était une application mobile. Une application mobile puisque les résultats que j'ai eus dans le questionnaire m'ont montré qu'il y avait plus de 60% des personnes qui avaient un groupe WhatsApp. Donc si je propose une application mobile, ils ne seraient pas perdus si je leur propose un jeu mobile. Ensuite, le jeu. Comme j'ai eu énormément de réponses sur que les grands-parents et les enfants jouaient à des jeux, je me suis dit, je vais axer mon projet sur le jeu, d'une manière ludique évidemment. Et ensuite, mon dernier axe de support est une archive. Une archive, tel un album photo, parce que tous, quand on va chez nos grands-parents ou qu'on voit notre famille, on a tous ces petits albums photos qu'on a tendance à feuilleter tous ensemble et à rigoler dessus. Donc, je voulais créer une nouvelle manière de créer un album photo. Ensuite, le fonctionnement de mon application. Pour mon application, il y aurait un système de parties, où chaque jeu se ferait en 3 parties. Donc, comme ici vous pouvez le voir, il y aurait un jeu où il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Donc, dans toute l'application, si une personne veut partager quelque chose avec moi, me pose une question et que moi je lui réponds, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est-à-dire que moi je peux répondre ce que je veux, mais l'application ne va pas me dire c'est faux, tu ne peux pas avancer dans le jeu. Ensuite, il y aurait un système de progression, où cette progression
comme vous pouvez le voir sur l'application avec les 46%. Chaque fois qu'on joue avec une personne de notre famille, on a notre jauge qui augmente. Et plus on joue, plus notre jauge augmente. Quand elle arrive à 100%, cette jauge, on a l'objectif terminé et on a accès à l'archive. On a accès à l'archive, pardon. Ensuite, il y aurait un système d'historique des jeux. Au sein de l'application même, on aurait ce système où on peut voir les différents membres de la famille, à quoi ils ont joué, avec qui ils ont joué. Et enfin, on aurait l'archive familiale qui serait comme un album photo, donc une archive physique dans lequel seraient ancrés tous les souvenirs et les jeux auxquels on a joué durant le temps imparti sur l'application. Donc l'archive ressemblerait à ça avec les différentes informations, les différentes réponses, les photos qui auraient été envoyées par exemple. Ensuite, j'ai développé des typologies de jeux. Mon premier jeu est Photoroulette. Photoroulette, c'est un jeu où une personne va prendre une photo, une vieille photo de lui par exemple, ou de ce qu'il veut, va l'envoyer à une autre personne tierce de sa famille, et cette personne doit trouver les informations de cette photo. Donc là, pour vous donner un petit exemple, j'ai pris une photo, c'est un de nous trois, avec les deux personnes qui sont là, et dans le même principe que l'application, il va falloir que vous trouviez qui était sur cette photo il y a à peu près 15 ans. C'est Lubin. Non, je me demande si c'est pas toi. On a une réponse pour moi. Ouais, on vote. Mais je la pense que c'est pas. C'est ce jeune homme. Mais non, il n'y a pas de perdu ou de gagné finalement, parce qu'après on aura la réponse dans l'archive. Ensuite, on avait ce type de jeu qui était le texte à trous. Donc en fait, dans le texte à trous, c'est une personne écrit une phrase en laissant des petits trous, et quand il l'envoie à quelqu'un, il doit trouver les différentes informations qu'il veut que celle-ci trouve. On a le système de questions-réponses, à la manière d'un quiz. Donc une personne envoie une question à une personne, et l'autre va lui répondre directement en pensant que c'est ça, et ça va jouer comme ça au fur et à mesure. Ensuite, on a le vrai ou faux. Donc ce jeu-là, c'est j'envoie quelque chose, une information ou une photo à un autre membre de ma famille, et ce membre de la famille va devoir deviner si celle-ci est vraie ou si celle-ci est fausse. Enfin, on a généalogie. Cette partie-là de l'application, ce serait de connaître les anciennes générations de notre famille. Donc en fait, l'application proposerait un template avec un arbre généalogique, il y aurait un maître du jeu qui connaît tous les membres de la famille, et qui ensuite viendrait le distribuer aux différentes personnes qui devraient trouver les générations futures. Les générations précédentes. On aurait le jeu recette. Ce jeu-là, c'est un jeu plus axé pour jouer en physique. Donc ce serait un jeu où quand on est à un repas de famille, quand on se retrouve en famille, il peut y avoir notre grand-mère qui cuisine quelque chose, on sait que notre grand-mère aime beaucoup cuisiner, elle veut me transmettre sa passion, donc moi je vais cuisiner avec elle, je vais devoir deviner les ingrédients qui s'y trouvent dans ce plat, que ce soit le temps de cuisson et autres. Et enfin, mon dernier jeu serait le cadavre exquis. Ce serait un jeu où les personnes auraient un thème donné par l'application, ils dessineraient quelque chose, ils le feraient suivre ensuite un autre membre de leur famille, et dans leur famille, ils devraient trouver ce que c'est. Et ensuite, en trouvant ce que c'est, ils doivent le transmettre à un autre membre qui doit lui dessiner, penser ce que c'est, et ça se suit comme ça jusqu'à se terminer et retourner à la personne qui a lancé le jeu. Ensuite, je vais vous présenter mon scénario d'usage type entre Thierry et Thibaut. Thierry est le grand-père de Thibaut, et Thibaut est donc son petit-fils. Donc on imagine que Thierry télécharge l'application Remimo. Il vient s'inscrire sur Remimo et il vient synchroniser ses contacts. Ses contacts seraient synchronisés avec WhatsApp. Vu que les personnes avaient un groupe WhatsApp de famille, on aurait une synchronisation automatique avec les membres de sa famille pour avoir seulement les membres de sa famille dans l'application. Ensuite, Thierry, il arrive sur l'application Remimo. Il découvre les jeux. Thierry veut jouer à Photoroulette. Donc il veut jouer à Photoroulette. L'application lui demandera de scanner une photo. Il va trouver une photo chez lui, il va scanner cette photo. Ensuite, il va devoir choisir les informations qu'il veut transmettre à son petit-fils Thibaut. Donc, les informations, ça va être par exemple la date. Il va dire de trouver la date. L'application va lui demander de rentrer les différentes informations. Comme ça, elles seront ancrées dans l'archive et il n'y aura pas de problème de bonne ou de mauvaise réponse puisqu'on verra les réponses finales dans l'archive. Il veut aussi trouver qui est sur la photo. Pareil, il remplit les mêmes informations, même système. Ensuite, il veut trouver le lieu. Pareil, et le contexte. Ensuite, on arrive au moment où Thierry doit choisir les membres de sa famille avec qui il souhaite jouer.
Donc ces membres-là, il peut en choisir plusieurs, c'est à lui de voir, ou alors il peut en choisir qu'un seul. En l'occurrence, il choisit seulement de jouer avec son petit-fils Thibaut. Donc quand il choisit et il valide son petit-fils Thibaut, il a ensuite un choix du temps de réponse. Ce choix de temps de réponse, c'est une petite jauge qui va demander à l'application de ne pas trop presser Thibaut de jouer. Donc par exemple, s'il lui laisse 6 jours, il lui dit tu as un délai de 6 jours pour jouer à mon application. Il ne va pas lui donner un délai instantané pour lequel il va répondre dès qu'il aura la notification, il va répondre tout de suite. Donc Thibaut reçoit une notification, et ensuite on passe au scénario de Thibaut, qui a reçu la notification de son grand-père Thierry. Donc Thibaut arrive sur son application, il voit que Thierry lui a envoyé, l'a défié à photoroulette. Donc Thibaut se retrouve avec la photo. Il va ensuite remplir toutes les informations que Thierry lui a demandé de trouver. Donc lui, c'est pas grave s'il ne connaît pas les infos, puisque ces infos-là seront dans l'archive. Donc il remplit un peu par hasard, il ne sait pas trop. Et enfin, une fois qu'il a validé le jeu, il va pouvoir voir la progression de Thibaut, de lui-même et de Thierry au sein de l'application, pour voir où ils en sont par rapport à l'objectif de l'archive. Et enfin, quelques mois plus tard, après avoir joué et rempli les 3 différentes étapes, il recevrait l'archive avec photoroulette, et ici, il pourrait voir les différentes informations qu'il aurait dû trouver, ou qu'il a trouvées. En ce qui concerne les bénéfices de mon projet, j'ai tiré le premier bénéfice qui est d'ancrer les mémoires familiales. Ensuite, de faire des moments passés une opportunité des moments présents. Et enfin, d'avoir une meilleure connaissance de l'histoire familiale. Ensuite, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour appuyer mon scénario d'usage. Avec justement, encore une fois, Thierry et Thibaut. Donc là, on a Thierry qui est chez lui, qui lance le jeu photoroulette. Il vient lancer le jeu, ça lui demande de scanner la photo. Donc il va aller scanner une nouvelle photo. Donc il va scanner, il va prendre en photo sa propre photo. Et ensuite, il va retourner sur l'application et c'est à partir de ce moment-là qu'il va choisir les différentes informations que son petit-fils Thibaut doit trouver. Là, il choisit Thibaut avec qui il veut jouer. Et là, Thibaut, lui, il est chez lui dans son lit tranquillement et il va recevoir la notification instantanément. Donc lui, il va choisir de jouer tout de suite, malgré le délai des 6 jours. Il reçoit une notification de Rémimo qui lui dit que son grand-père l'a défié. Ensuite, la photo va apparaître et pendant tout le long, il va devoir trouver les différentes informations que Thierry lui a demandé de trouver. Et ensuite, voilà, le jeu peut avancer puisqu'ils ont tous les deux joué ensemble et ils peuvent avancer. Et enfin, ils se retrouvent devant l'archive qui leur a été livrée et ils peuvent revoir tous les jeux auxquels ils ont joué et se remémorer tous leurs souvenirs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de vous présenter. Merci Guillaume. Alors, on va prendre la parole de Julie.
pour les questions. Donc on va essayer d'être un peu plus. Combien de temps avons-nous? En un quart d'heure pour les questions. D'accord? Donc vous faites 2 minutes chacun. Au bout de 2 minutes, je ferai un coucou, vous pouvez dire, passez, réfléchissez sans silence. D'accord? Qui veut commencer? C'est toujours notre président. Commencer? J'aime les applications ludiques et potentiellement qui ont du sens. Je pense que c'était un peu ça l'idée. Si je résume. Alors, une petite question quand même. En quoi cette application va rendre, selon vous, Ouais. juste pour boucler avec le titre Oui. de votre mémoire, Oui. va rendre moins aliéné ou aliéné différemment que les réseaux? En fait, c'était ce côté de, on est aliéné à cause des technologies, donc avec le digital, et je me suis dit, le digital est là, quoi qu'il arrive, il partira pas. Et je me suis dit, pourquoi pas rendre le digital plutôt ludique, qu'on continue à être sur nos smartphones, mais sans être aliéné, avec justement ce principe du délai de temps, justement. On n'est pas trop ancré dans l'application, on a un délai de temps pour répondre aux différentes informations. Selon vous, il y a un marketing pour ce type d'application? Un marketing? Oui, est-ce qu'il non pas de votre application, mais au sens de ce que vous qualifiez comme une application qui sort de l'aliénation classique? Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner, qu'il y aura une demande? Ah oui, je pense. Les gens, c'est une cause, toujours pour faire le lien avec votre mémoire. Oui, je pense que c'est une bonne manière aussi de pouvoir partager. Enfin, je comprends pas trop votre question. La question, c'est par définition, on est aliéné par Oui. la technologie. Si on est aliéné, vous dites qu'on peut trouver des alternatives. Et vous faites le pari que en prononçant le mot, je pensais que vous allez répondre là-dessus, des applications éthiques allaient se développer. Tout le monde va être aliéné finalement. Donc ma question, c'est comment vous voyez, vous, le futur des applications digitales pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a un marché pour ces... Oui, justement, je pense. Vision, quoi, Ouais. Je pense qu'on est aliéné à ces technologies parce que tout est fait instantanément. On a tout qui se fait devant nous, tout est fait rapidement. Et je pense que le futur, ce serait de faire un truc où on aurait plus de patience et on aurait un laps de temps qui serait plus élevé par rapport à la technologie de maintenant, pour avoir ce temps de se dire, finalement, la technologie, c'est pas que la technologie. Enfin, je sais pas si vous... Oui, j'entends votre réponse. Voilà. Très bien. C'est bon tour. Une seule question. Est-ce que vous avez regardé les existants sur le marché? Sur le marché? Ouais. Bien sûr. Ouais. J'ai regardé, il y a Familéo qui existe, évidemment. Il y a Titan, qui est une plateforme en EHPAD, en maison de retraite, qui justement sert un peu comme un réseau social, mais en version interne à un EHPAD. Et sinon, il y a Une lettre, un sourire, où des personnes envoient des lettres anonymement à des personnes âgées et qui ne voient pas forcément du monde. Ok, alors je pose un peu plus loin. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à ces existants? Quelle est votre proposition de valeur sur cette application par rapport à ce qui existe déjà? Que Familéo, c'est juste une sorte de journal, et du coup, il n'y a pas ce côté un peu ludique où on peut jouer avec nos grands-parents. Une lettre, un sourire, c'est juste, c'est juste écrire une lettre à quelqu'un et l'envoyer. Et Titan, l'autre application en EHPAD, c'est que interne, c'est qu'entre les personnes de l'EHPAD et le personnel de l'EHPAD et les personnes âgées à l'EHPAD. Donc moi, ce que je propose, c'est quelque chose finalement qui sera ludique via le jeu, plus avoir une archive à la manière de Familéo pour avoir justement ancré et rester dans ce monde physique, comme Familéo et Une lettre, un sourire. Et voilà, si tu as envie d'aller plus loin avec ton projet, je t'invite à aller voir Entoureo. Entoureo. Peut-être qu'il y a la Station F qui a une proposition de valeur très très gentille à toi, parce que toi tu as une jeu en plus qui est assez chouette, je pense, et qui pourrait compléter leur offre. Voilà. Je peux noter ça quelque part. Entoureo comme ça, je pense juste. Mémoire, c'est ça? mémoire à court terme. Mémoire à court terme, catastrophique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai quand même un peu l'impression que ton mémoire, en fait, peut-être pas. Je pense qu'en fait, il faudrait juste qu'on fasse du projet sans ton mémoire. En fait, je pense que ça demande
par rapport au titre et par rapport à ce que tu proposes, au final, il y a un trop gros décalage. Et je pense que ton projet pris tout seul, en fait, ce que j'aime bien, c'est une forme de simplicité. Enfin, en tout cas, tu as vraiment développé toutes les bases, tu as vraiment mis en avant ton travail d'enquête. Et au final, il n'y a pas forcément besoin de chercher plus loin. En fait, je trouve que tu as quand même bien tout déroulé. Et tu as eu de vraies bonnes idées. Que justement qui peuvent être reprises. Je pense que c'est vrai qu'on se voit tout seul, je suis peut-être pas forcément super convaincue. Voire même, je me dis, ça pourrait très bien être intégré à une application de messagerie. Maintenant, on est beaucoup plus, pas faire des trucs tout seul, mais plus sur des systèmes d'API et autres. Donc en fait, je me dis, une énième application, je ne suis pas forcément convaincue, mais WhatsApp. Okay. Enfin, pour moi, c'est plus encore une forme de service qu'un truc à part entière, des bonnes idées de jeu. Tu as fait un vrai boulot d'interprète. Bon, je sais pas, le téléphone, je ne vais pas regarder, juger, mais franchement, j'ai l'impression que tu allais quand même assez loin là-dedans. Et c'est cool, franchement, tu as vraiment bien tout déroulé jusqu'au bout. Pas forcément de surprise, mais au final, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de très recherché, de très poussé, et des fois, juste une bonne petite idée bien poussée, bien tournée, bien ancrée, ça marche tout seul. Ok, merci. Voilà. Alors moi, j'adore, parce que je suis très familier aussi, comme la plupart de mon temps, mais j'ai réfléchi à cette problématique, et je trouve que ta proposition est intéressante. En revanche, j'ai quelques trous dans la raquette. La première, c'est ce qu'on sait, c'est que déjà il y a une fracture numérique à l'intérieur des anciens. Il y en a qui maîtrisent très bien, il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas du tout. Et cette fracture numérique, on peut la réparer. La proposition que tu fais, c'est que justement les petits-enfants qui sont très connectés peuvent aider les grands-parents et donc leur donner un vecteur. Tu peux regarder les tablettes pour les seniors pour voir un peu les idées que ça peut générer. La deuxième chose qui peut être intéressante aussi, c'est que médicalement parlant, c'est une application qui permet de réparer l'oubli. Et donc c'est en lien avec ton mémoire. Moi j'ai fait tout de suite la connexion. Et donc peut-être aller voir les instituts cognitifs qui travaillent sur justement l'articulation de cette mémoire, la transmission. Okay. Via la transmission, qui est lui-même un jeu, parce que moi je suis un grand rêveur, et effectivement, rêver des souvenirs de mon grand-père, ça me permet de m'approprier l'histoire de la famille et de m'ancrer dans le cœur de mon grand-père, de ma grand-mère. Et leur histoire est mon histoire. Donc, du coup, eux, ils racontent aussi l'histoire de leurs propres grands-parents. Ouais, c'est ça. Et moi qui ai travaillé en Asie et en Afrique, on a développé un outil qui est super intéressant, c'est le témoignage visuel et oral, c'est-à-dire la faculté de pouvoir enregistrer son grand-père, parce que quand il disparaît, tu ne l'as plus, exactement. Et là tu l'as encore, et de pouvoir faire un mini témoignage où il raconte sa vie, où il raconte la vie de son grand-père, où il raconte. Et ça, pour un enfant, un petit enfant et la suite, tu boucles la chaîne. En plus, voilà. Le nom que j'ai donné, c'est exactement ça. C'est ça? Exactement. C'est génial. C'est génial. Avec la généalogie, etc. Alors, le propos que je suis en train de dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se travailler, notamment avec cette crise du Covid qui a montré l'isolement de nos seniors. Il y a énormément de psychologues et énormément de médecins qui travaillent sur ce sujet, explorent et regardent la possibilité de pouvoir plugger des choses qui, peut-être, qu'à l'extérieur, ça puisse enrichir ta réflexion. Et effectivement, aller voir des choses qui sont déjà faites et pouvoir apporter ta contribution, pourquoi pas partir à cette histoire. Et je trouve que ce que tu as montré, en plus, ça donne envie. Okay. Voilà, moi vraiment ça m'a touché ce que tu as fait. Merci. Et je te remercie. Merci. Voilà. Ok, vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez encore poser une dernière question. Il y a une seule question. Oui, peut-être juste pour renforcer ce qui a été dit, parce que je suis d'accord en fait. Je pense que je ne vais pas rentrer, comme tu l'as dit, le mémoire pas spécifique. Pour ça, je t'ai posé la question, savoir si tu rajouter, si tu avais une vision particulière par rapport aux enjeux de ça sur effectivement un sujet de validation, parce que ça va quand même assez loin quand on regarde la mémoire, c'est social au niveau de masse, par rien, c'est des suicides d'enfants, etc. Donc c'est l'aliénation, c'est quand même un vrai sujet. Je pense que la fracture dans les familles, l'éloignement, les troubles, enfin les difficultés intergénérationnelles auraient largement suffi
Et c'est un vrai sujet aussi en soi, et Ouais. ça va verticaliser, adosser très proprement les Ok. applications. Ça me semblait un peu plus court. Donc ça, je rejoins assez bien, et peut-être le sujet finalement, est-ce que c'est pas le problème qui est certes la mémorisation, et effectivement la notion de témoignage, d'archivage est très intéressante à creuser. Beaucoup de gens qui travaillent autour de ce qu'on appelle le mémoriel, le souvenir de grandes dates, de guerre de 14, etc. Il y a énormément de structures en France dites mémorielles. C'est aussi inspirant pour la suite des travaux, de savoir comment ils fonctionnent, comment ils capitalisent et comment ils diffusent. Et je pense que le sujet de ton application, c'est probablement une problématique de deux horizons de temps. Ok. Le premier horizon de temps, c'est l'instantanéité, c'est comment je rentre en contact avec les membres de ma famille, et si possible, un angle ludique. Et puis, à l'autre horizon de temps, c'est le temps long, la capitalisation. Et comment archiver, et tracer, engrammer, et avoir la possibilité de revoir des traces qui font partie de ma vie. Peut-être une façon aussi de reformuler les enjeux, Ok, ouais. en termes de marketing, pour le coup, dans le futur, pour valoriser les bénéfices de ton application. Ok. Super, merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.